N'entendez pas, vous me le direz, mais je vais parler suffisamment fort pour que tout le monde m'entende convenablement. Voilà, donc nous avons juste un petit changement. C'est Pascal Berrion qui fait partie des invités de ce soir et qui va intervenir pour l'université, va arriver d'ici une dizaine de minutes. Donc on va organiser ça aussi en fonction. Je vais organiser l'animation de cette petite soirée. Nous allons essayer de tenir un délai qui va être une séance d'environ 1h30. Donc on va essayer d'avoir un rythme assez régulier. L'idée générale, c'est d'avoir aussi un mode participatif. Au-delà des interventions et des questions que je vais poser à un moment donné aux intervenants, n'hésitez pas aussi à la fin d'un certain nombre de séquences que je vais vous expliquer, de poser vos questions, d'intervenir. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a aussi commencé un peu le débat à la séance tout à l'heure ensemble, pour ceux qui étaient. Et c'est vrai que ça permettra aussi de rebondir sur un certain nombre de sujets, y compris d'ailleurs sur les questions aussi foncières. On a parlé aussi de périurbanisation, j'en ai parlé à Pascal Berrion, ça va se faire assez facilement derrière aussi. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Michel Rouget, je suis directeur de l'ODAG, et donc on m'a demandé gentiment de faire de l'animation ce soir. Je serai le maître du temps, certainement d'une manière relativement intéressante. Voilà. Donc ce soir, sur la question de l'agriculture, de l'économie de l'agriculture, les impacts de la perte de surface agricole, la question foncière, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est un sujet particulièrement important qui va impacter aussi les modes de faire et la performance économique en tout cas des exploitations, même si probablement autre vocabulaire qu'exploitation, c'est aussi ce qui fera partie aussi d'un certain nombre de questions. On va parler d'agriculture. On avait aussi à un moment donné l'intention, et c'était l'objet aussi du SMSCOT, d'introduire la question forestière, mais le sujet agricole est tellement important que je pense que la question forestière fera certainement partie d'une séance en soi, puisque c'est aussi un élément fortement important par la question foncière. Pour resituer le débat, je vais vous donner quelques éléments d'introduction, après je vous présenterai nos intervenants juste après, on veut que quelques minutes pour faire l'introduction. Je vais faire une petite introduction qui va vous donner un peu le cadre de l'organisation de la soirée qui va se dérouler, avec, à un moment donné, je pense, la bonne perception de cet impact du foncier sur l'activité agricole. Il faudra essayer de l'apprendre un peu complètement. Ce n'est pas qu'une question économique, c'est une question sociale aussi. C'est une question environnementale, ça va être une question aussi de fonctionnement dans un système urbain ou périurbain, dans un milieu rural, donc il va falloir qu'on arrive à prendre ensemble l'ensemble des éléments. Alors le SCOT en soi est un territoire qui est aussi dans un système bovin plutôt côté plateau sur cette activité. On a un espace de polyculture et de polyélevage, donc principalement côté plutôt Haute-Saône. Donc un système assez complet en termes d'agriculture. Il compte des filières d'excellence, filière AOP, on a parlé de fromage tout à l'heure, que ce soit des questions de Morbier, de Comté et d'autres encore. À l'image de cette filière d'excellence, le souci qui se pose, c'est de créer dans ces secteurs des secteurs d'excellence et de valeur ajoutée, toujours essayer d'être dans le développement. On l'a entendu tout à l'heure aussi, apporter des signes de qualité en fait, dans le milieu rural, ainsi que de la commercialisation en fait, de proximité. Cette agriculture, qui est vecteur d'économie, elle est menacée par cette question d'artificialisation. On va beaucoup parler ce soir de foncier et d'artificialisation. L'artificialisation continue à s'étendre en France. On arrive encore à des surfaces relativement importantes, avec quand même un ralentissement à partir de 2008, on arrive à une progression stabilisée à 55 000 hectares par an en France, et qui se traduit aussi par le retour sur la crise économique de 2008, qui a quelque part produit cette décélération. Les sols artificialisés actuellement en France, c'est 9,3%, pour vous donner un volume sur le territoire métropolitain. Cette extension, elle s'est effectuée pour les 2 tiers, surtout sur les espaces agricoles. Sur la partie plutôt SCOT, j'ai regardé ce qu'on avait fait à l'époque sur le MOS, le mode d'occupation des sols. On était à 12% dans le SCOT, donc à peine supérieur quand même au niveau national, mais aussi avec un espace qui est quand même urbain et périurbain, donc ce qui explique aussi ces taux d'artificialisation.
Dans le périmètre du SCOT, ce qu'on pourrait donner comme tendance qui se dégage, ce serait que l'augmentation annuelle des espaces agricoles, aujourd'hui, elle est d'autant plus élevée que la diminution des terres agricoles est forte. On a un rythme annuel de consommation des espaces qui a augmenté entre 2001 et 2010, pour diminuer ensuite jusqu'en 2017. Enfin, sur ces périodes, les surfaces toujours naturelles ont tendance à rester stables, malgré une légère augmentation. Quelque part, dans la diminution des superficies agricoles, ça provoque une perturbation en termes d'économie. Donc l'agriculture derrière perd son potentiel de production. Ça a des répercussions en cascade, que ce soit en amont, ce sera peut-être mieux. Oui, peut-être qu'on m'entendra peut-être encore un peu mieux comme ça. Oui, je disais que ça provoque une perturbation de l'économie liée à l'agriculture en réduisant forcément le potentiel de production. Et ça a des répercussions en aval et en amont finalement de la filière, tant en termes de vitalité agro-socio-économique qu'en vitalité purement de production agricole. Ce soir, ce qu'on va essayer de prendre aussi en compte, c'est les impacts qu'appliquerait la diminution structurelle des surfaces agricoles, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur les impacts de l'alimentation locale, la production, les paysages, et puis l'approche productive elle-même. Alors, quelles seraient finalement ces adaptations à mettre en œuvre politiquement sur les systèmes agricoles des territoires? Ça, c'est la question qu'on va se poser. Et puis, enfin, dans l'approche agricole qu'on a entendue aussi tout à l'heure, on parlait effectivement beaucoup aussi de la création d'emplois. Il faut savoir, et on a des chiffres sur le territoire bisontin, la population, le nombre d'emplois agricoles a fortement augmenté, a progressé ces dernières années. Donc c'est vrai qu'on est sur des chiffres plutôt entre 10 et 19% de progression entre la ville de Besançon, le SCOT, le Grand Besançon et l'aire d'attraction, qui font qu'on a quand même un regain d'emploi et d'attachement en fait au monde agricole qui se réveille actuellement. Et puis est-ce que la biologie, l'agriculture biologique est la solution? Ça aussi, on essaiera de l'évoquer tout à l'heure en termes de questions. Voilà, je vais m'arrêter là. On va découper finalement cette séance en 3 séquences importantes. Une première sur l'agriculture du territoire. On va travailler le rapport du foncier au-delà des surfaces. Qu'en est-elle? On va parler d'activité économique, d'évolution des espaces agricoles, des enjeux liés au foncier. On traitera des impacts de l'agriculture aussi, tout ce qui va concerner les vulnérabilités actuelles, toute l'économie de la perte des surfaces sur le territoire, et puis aussi quelles adaptations des systèmes agricoles face à ces mutations. Donc on dressera un portrait de l'agriculture résiliente. On essaiera de trouver des perspectives futures en aménagement du territoire, et ça, ce sera aussi une question qu'on donnera aussi à l'Assemblée, qui vous êtes finalement le cinquième intervenant de cette séance. Voilà, donc je vais accueillir, je vous souhaite la bienvenue, nos intervenants. Donc Laurine Gagliolo, vous êtes vice-présidente à Grand Besançon Métropole, donc en charge du développement, énergie, environnement, développement durable, bien sûr. Et vous serez chargé aussi de donner peut-être quelques réactions au fur et à mesure des questionnements qu'on aura avec nos participants. Alors, Gilles Duquet, vous êtes éleveur. Vous êtes éleveur laitier à Fontaine. Vous êtes gérant aussi d'Agaec. Et je ne sais pas si vous voulez vous présenter en quelques mots. Alors, je me présente la personne ou sur la ferme? Oui, ce que vous êtes, est-ce que vous... Oui, voilà, donc on s'est rencontrés chez Roland déjà tout à l'heure. Je suis un régional de l'étape, puisque je suis de Fontaine, pas natif de Fontaine, donc je suis dans l'agriculture depuis 1962, depuis que je suis né, du village d'à côté, de Puget. Mes parents étaient agriculteurs et je ne me suis pas installé sur l'exploitation de mes parents. Donc je suis arrivé à Fontaine en 1983, il y avait un agriculteur de Fontaine qui laissait sa ferme, qui partait en Saône-et-Loire, donc j'ai repris une partie de cette ferme, pour la jumeler avec celle de ma belle famille qui donne l'exploitation d'aujourd'hui. Voilà. Donc je suis dans un GAEC de type familial aujourd'hui, avec mon épouse, mon fils, un de mes enfants, et ma belle-fille qui est salariée à mi-temps qui va
réintégrer la ferme courant 2022 en prévision de notre prochain remplacement. Voilà. Les années passent tellement vite. Voilà. Non, voilà, on va poursuivre après sur un certain nombre de questions. Frédéric Dudoret, vous êtes maraîcher à Montagnier, donc c'est en Haute-Saône, hein, je pense à l'est de Pem, au sud de la Haute-Saône, plutôt nord-ouest finalement du Scott, hein, de l'agglomération byzantine. Et puis vous participerez ce soir aux différentes questions. Vous voulez vous présenter brièvement? Oui, donc Frédéric Dudoret, donc je suis maraîcher à Montagnier, comme vous l'avez dit, entre Marnay et Pem. Je suis installé depuis 2009. Je travaille pas tout seul, je travaille en association avec un autre maraîcher qui est situé en face. Et nous cultivons des légumes que nous vendons en vente directe. Et le tout, selon le cahier des charges, de l'agriculture. On est certifié EcoCert. Voilà, pour la présentation, je pense que ça suffit pour l'instant. Oui, merci beaucoup. Bien, on va commencer un certain nombre de questions par séquence. On va commencer par cette première qui expose l'évolution des espaces agricoles, hein, et des systèmes d'exploitation. Donc, Gilles Duquet, la question que j'ai envie de vous poser, c'est depuis quand êtes-vous agriculteur, artisan de la terre? Quel est le type de votre exploitation? Même si je crois que sur ce terme-là, vous allez aussi réagir. Voilà, je pose déjà cette question et ensuite j'en aurai peut-être une autre à vous poser. Donc, agriculteur depuis 1983. Donc, commencé tout jeune. Vous vouliez Oui, quel est le type de le type de votre exploitation? Donc, sur une ferme en lait AOP Comté Morbier. Donc, une ferme herbagère. Hein, parce que pour faire du lait à Comté, il faut des vaches qui mangent de l'herbe l'été et puis qui mangent du foin l'hiver. Hein, une des particularités. Ce n'est pas des vaches qui passent leur vie dans un bâtiment. Oui, comment vous vous êtes installé, comment vous avez pu faire perdurer finalement votre activité? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, voilà. Sur une structure collective, j'ai jamais travaillé seul. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, c'est un des points forts, puis un des points de facilité. Alors après, avec un parcours peut-être un petit peu plus, je dirais, simple que celui que Roland a proposé, parce que malgré tout, on y viendra tout à l'heure, avec des évolutions par rapport au fait de pérenniser la ferme sur le village. D'accord, très bien. Et puis, est-ce que vous avez eu des évolutions à opérer? Est-ce que vous avez eu des particularités en termes de développement sur votre activité? Quelque chose que vous avez dû... À la question au fait que la ferme ait pu perdurer sur les villages? Oui, et surtout si vous avez dû agir pour la faire perdurer de manière particulière. Oui, alors après, je pense que, vous l'avez vu tout à l'heure, je pense qu'avec Roland, on est copains. Déjà, c'est la passion du métier. Et ça, voilà, on compte pas nos heures, mais je dirais moi je dis toujours en rigolant, ça fait depuis que je suis petit que je joue à la ferme, quoi. Je suis passé des petits tracteurs aux gros tracteurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est fort parce qu'on vit vraiment le boulot comme quelque chose où on s'y retrouve, on s'éclate, c'est passionnant, des fois un petit peu trop, mais ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve de fort. Frédéric, depuis quand vous êtes installé, vous? Donc moi, c'est depuis 2009, et donc le parcours est un peu différent parce que moi, je suis non issu du milieu agricole. Et donc, effectivement, je suis un exemple de quelqu'un qui... alors, j'ai une formation agricole au départ, mais je n'étais pas fils de paysan. Et voilà, moi, je me suis installé en 2009. Et effectivement, la question du foncier s'est tout de suite posée. Parce que s'installer en maraîchage, on y reviendra après, je crois. Mais en tout cas, le foncier, n'était pas évident. Alors, j'explique maintenant la question du foncier ou ce sera pour après? Oui, si vous voulez. En fait, finalement, vous avez créé une nouvelle activité. Elle se distingue finalement des autres. Est-ce que ça vous a conduit finalement, effectivement, à avoir une problématique particulière à traiter? Alors, le foncier, bien sûr, c'est une chose, mais aussi dans l'activité elle-même. Voilà. Est-ce que vous avez une difficulté Quand je suis arrivé à Montagnier, du coup, il y avait déjà un maraîcher, mon associé, là, Jean-Pascal, qui était là, qui a déjà un peu défriché le terrain. Donc moi, je suis arrivé, j'ai conforté la production maraîchère à Montagnier, et on a conforté la vente, nos légumes sont vendus à Montagnier et aussi à Besançon. Donc on a conforté la vente de légumes à Montagnier et à Besançon. Mais pour pouvoir produire plus, il fallait effectivement plus de surface. Donc effectivement, la question du foncier s'est posée. Et mon installation s'est faite du coup dans le cadre d'une installation avec une
une parcelle vendue par un propriétaire du village, et le propriétaire vendait, et lorsqu'il y a une vente agricole, il peut y avoir, la SAFER est forcément informée, et donc là, dans ce cas-là, précisément, la SAFER avait préempté la parcelle, et je suis passé par le cas d'un nouvel installé qui postule pour l'acquisition d'une parcelle dans le cadre d'une préemption par la SAFER. Et là, effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet, en fait, la pression foncière c'est très vite était forte, puisque pour la parcelle, donc cette parcelle fait 4,5 hectares de terre maraîchère, il y a 1 hectare de bois et 1 hectare de prairie permanente à côté, donc c'était un lot de 6,5 hectares en tout. Mais sur ce lot de 6,5 hectares, on était 20 postulants pour acquérir cette parcelle, et peu en fait de personnes non issues du milieu agricole, beaucoup de gens, beaucoup de fils de paysans à côté qui voulaient s'agrandir, clairement. Voilà. Donc voilà, la procédure a été un petit peu difficile. La SAFER a préempté d'abord. Après, elle a gelé la vente parce qu'il y avait trop de pression de tout le monde qui voulait cette parcelle. Et j'ai été attributaire au final de la parcelle 3 mois plus tard. Mais il a fallu se battre parce que la commission cantonale, la première commission qui examine les projets, c'est une commission qui composait beaucoup de paysans du cru. Et les projets maraîchage faisaient un peu peur, voilà, pour être un peu rapide, quoi. Donc, voilà. Mais en expliquant ce qu'on veut faire, en expliquant un projet qui avait de la valeur ajoutée, de la bio, ça a permis de prouver qu'on pouvait s'installer, et j'ai acquis la parcelle. Alors après, ma particularité à moi, c'est que je n'ai pas acheté la parcelle, j'ai fait acheter la parcelle par Terre de Liens. Voilà, donc je pourrais aussi revenir sur Terre de Liens. Oui, Terre de Liens, voilà, c'est Voilà. important. Voilà, avec, en 2 mots, Terre de Liens, c'est une association nationale qui a pour objectif d'acquérir du foncier pour justement lutter contre l'artificialisation du foncier, pour le stabiliser et afin qu'il ne parte ni à l'agrandissement ni à l'urbanisation. Donc ça, c'est le projet de Terre de Liens. Et pour ça, Terre de Liens s'appuie sur une structure financière qui est basée sur l'épargne citoyenne. Donc voilà, en fait, la Terre de Liens émet des actions que n'importe qui peut acheter. Et ces actions, elles permettent d'acheter du foncier et d'installer des gens. Quand vous achetez une action de Liens, cette action, c'est comme n'importe quelle action. Vous pouvez la garder autant de temps que vous voulez. Vous pouvez la revendre au bout de 5 ans. Elle ne rapporte rien. Voilà. Mais par contre, elle permet l'installation de paysans et elle permet de stabiliser du foncier qui restera toujours en bio. Ça me semble important. Et qui ne partira ni à l'agrandissement, ni à l'urbanisation. Voilà. Donc moi, je me suis appuyé effectivement sur Terre de Liens pour m'installer. C'est ce qui a permis d'acheter le foncier. Voilà. C'est une foncière, hein, c'est ça. C'est une foncière qui acquiert. Ouais, l'association Terre de Liens, c'est l'association qui promeut le projet. Elle s'appuie sur une structure financière, effectivement, qui n'est pas une association, qui est une foncière. Alors c'est un peu technique, hein, mais bon, une foncière, c'est une société de commandite par action. Enfin, c'est une structure financière qui a le droit d'émettre des actions. Voilà. Donc c'est la foncière Terre de Liens, effectivement, qui est propriétaire de la parcelle. Et moi, je suis fermier, du coup, je suis locataire. J'ai un bail, comme n'importe quel paysan. Comme en gros 2 tiers des paysans en France, en fait, parce que le foncier en France, il est surtout valorisé en fermage. Il y a peu de paysans qui sont propriétaires de l'ensemble de leur parcelle. La majorité du foncier en France, il est exploité via des fermages, via un bail, quoi. Et moi, je suis dans ce cas-là. Donc c'est un bail à ferme, un bail de 9 ans. La spécificité de ce bail, c'est que c'est un bail rural environnemental. Terre de Liens impose à ses fermiers, et c'est une très bonne chose, des baux ruraux environnementaux, c'est-à-dire des baux dans lesquels il y a des clauses environnementales. Et une des clauses obligatoires, c'est l'agriculture biologique. Voilà. Très bien, merci. Je vais accueillir Pascal Berrion, conférencier universitaire. On se connaît très très bien. Géographe. On est de la même promo, donc voilà, on va se retrouver entre anciens de la promotion de géographie. Voilà, donc spécialiste, je dirais, expert, en tout cas, sachant en tout cas sur la question de l'agriculture, l'économie agricole, environnement agricole. Je ne sais plus si tu es encore porteur de la licence pro, responsable d'atelier de production fromagère. Je crois que c'est quelque chose d'important. Et puis, oui, c'est vrai que sur l'ensemble de l'accompagnement universitaire, tu fais régulièrement des conférences sur ce sujet-là. Et donc, j'avais prévu une question, plutôt en introduction, et avant de démarrer un certain nombre de questions, à ton sujet sur la première séquence, hein, puisqu'on a divisé cette soirée en 3 séquences finalement de questions. À chaque fois, je vais essayer d'interroger les 3 participants ce soir à notre table. Évoquer l'agriculture dans sa dimension socio-économique et l'amène forcément à parler de foncier. Hein.
Donc c'est vraiment le sujet clé aussi de ce soir, qui est l'outil, enfin l'espace de travail des agriculteurs. Est-ce que tu peux nous expliquer les enjeux du foncier, nous éclairer de manière un peu générale du rapport aussi à l'action locale? Ça, c'est quelque chose qu'on avait souligné aussi tous les deux quand on en avait parlé. La question du foncier agricole pose en premier lieu la question de la disponibilité d'une ressource pour produire des denrées alimentaires. Et si l'on prend cette question à l'échelle globale, à l'échelle de notre planète, eh bien, on est obligé de faire un double constat. Le premier constat, c'est qu'il nous reste en gros entre 20 et 25 arts pour nourrir un être humain aujourd'hui sur Terre. Alors, si vous vous adonnez un petit peu comme moi au jardinage, vous allez dire 20-25 arts, c'est du boulot quand même. Hein. On peut produire un certain nombre de kilos de pommes de terre, de carottes, pour subvenir aux besoins de sa famille. Néanmoins, quand on ramène ce chiffre à la réalité, une réalité de dimension d'espace agricole disponible par être humain, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup et ça signifie qu'en fait, en une génération, on a divisé par 2 cette surface disponible, tout simplement parce que nous sommes beaucoup plus nombreux. Mais plus grave, il y a un autre phénomène qui joue. C'est que les terres agricoles, on en perd tous les ans, on en fabrique certes de nouvelles, pas forcément dans des conditions idéales dans un certain nombre du monde, hein, notamment sur les zones tropicales, en Indonésie ou en Amazonie. Et on ne s'en félicite pas parce que ça prend la place de milieux naturels exceptionnels dans des forêts équatoriales. D'autres se disent que peut-être le réchauffement climatique fera fondre le permafrost sibérien et que s'ouvriront de nouveaux champs de blé sur ces latitudes extrêmes. Mais il faut être réaliste, ce qui se crée aujourd'hui comme terre agricole ne compense pas ce qui disparaît. Ce qui disparaît sous l'effet de l'urbanisation d'une part, et puis aussi sous l'effet de la montée des eaux et de la désertification qui gagne certaines parties du monde. Donc il faut être conscient que notre ressource foncière n'est pas extensible. Ce qui amène ensuite à se poser une deuxième question en raisonnant à notre échelle. Nous sommes plutôt bien, nous sommes des gens riches, nous sommes bien nantis sur ce côté-là parce que nous avons abondance de terres agricoles et de terres assez fertiles. Je vous dirais par exemple que nos terres que nous considérons comme relativement moyennes sur les plateaux du Doubs, autour de Fontaine, où par exemple Gilles, quand il arrive à faire 60 quintaux avec une orge d'hiver, dit youpi, j'ai bien travaillé cette année. Je peux vous dire que dans la grande plaine nord-américaine, dans le Midwest, on fait des blés qui font du 35 quintaux hectares. Que dans ces fameux tchernosiums d'Europe de l'Est, en Russie ou en Ukraine, on tourne avec des blés qui font 4 tonnes à l'hectare. Un petit peu plus quand ils arrivent à avoir de l'argent ou des disponibilités pour disposer d'azote ou de produits phytosanitaires, mais ce sont des grandes régions qui occupent beaucoup d'espace, mais qui ont une production qui n'est pas très intense. Nous, même dans les territoires de moyenne montagne, on a cette chance de disposer de terrains qui sont assez fertiles. Mais un petit peu comme des enfants gâtés, on a beaucoup usé ou peut-être cassé une jouet sans faire attention, considérant que cela était abondant. Et de fait, l'espace agricole a été une proie facile à l'urbanisation, puisque finalement, dans un jeu de pression immobilière, tout simplement, la valeur d'un terrain constructible vaut sans commune mesure 10, 20, parfois 100 fois plus que la valeur agricole qu'elle peut posséder. Donc de ce fait, l'agriculture, les terres agricoles ont été vendues, dépecées au profit de la croissance urbaine et de la satisfaction aussi d'un certain nombre d'équipements urbains. Nous en avons besoin, des voiries, mais aussi des surfaces commerciales. Alors maintenant, on prend conscience de cela, et c'est vrai que moi, je suis ravi que ce genre de table ronde puisse être organisé, parce que je pense qu'il y a une quinzaine d'années, ce n'était pas encore concevable, ce n'était pas encore dans l'esprit que les terres agricoles étaient une denrée qui était précieuse et qui pouvait nous faire défaut d'ici quelques années. Alors, je vous rassure, nos terres agricoles ne nous feront pas défaut, mais néanmoins, on est amené à les gérer d'une façon qui est beaucoup plus minutieuse, à l'image de pratiques qu'on a pu voir dans des pays voisins et amis, comme la Suisse ou le Québec, où considérant que leur ressource agricole est précieuse, eh bien, ils s'interdisent toute stratégie d'urbanisation qui détruirait des terres agricoles tant que l'on n'a pas pu satisfaire à cette demande urbaine en utilisant des délaissés, des friches industrielles ou des espaces que l'on pourrait reconvertir parce que leur habitat ayant vieilli, on pourrait le réorganiser d'une autre façon. Ça sous-entend aussi une autre façon d'habiter. Et d'autres façons d'habiter avec peut-être moins de maisons individuelles, mais peut-être aussi des petits collectifs.
Moi, je suis très surpris quand je me promène en Suisse de voir à la campagne des petits immeubles, des immeubles à 4 ou 8 appartements qui ne sont pas très grands, qui ne nécessitent pas de disposer d'ascenseurs, par exemple, qui sont très onéreux ensuite pour les gérer, mais qui se situent dans des villages. On voit aussi, mais ça il faut l'accepter sans doute, des anciennes bâtisses villageoises qui sont peu fonctionnelles, qui sont rasées au profit de construction d'habitats collectifs en village. Donc ça nous interroge en fait, au-delà simplement de la protection de nos espaces agricoles, de la façon dont nous peuplons et vivons aujourd'hui dans nos campagnes. Et puis, il y a un fait nouveau. Il y a un fait nouveau qui monte et qui était peut-être discret il y a encore une dizaine d'années, mais qui maintenant, je me rappelle, à une époque, quand on avait des étudiants, on cherchait des sujets avec ton agence d'urbanisme, on avait lancé une année un sujet sur l'agriculture de plein champ. Hein, opposition de l'agriculture urbaine versus agriculture de plein champ. Et on avait lancé l'idée. Et on se rend compte qu'en ville, aujourd'hui, il y a des demandes d'espaces agricoles, il y a des demandes de produits agricoles, et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de confronter ces emplois agricoles potentiels qui sont souvent assurés par des individus qui ne sont pas issus du monde agricole, hein, c'est ce que l'on appelle les NIMA, les non issus du monde agricole, qui s'installent sur des structures qui peuvent être assez alternatives, hein, qui nécessitent en fait de l'apport de la collectivité ou du milieu associatif, un investissement assez conséquent pour sécuriser le foncier, mais aussi l'équiper. Hein. Vous êtes maraîcher, vous avez quand même peut-être besoin d'un petit peu d'eau pour arroser les jeunes plantes avant qu'elles ne démarrent. Donc, c'est quelque chose qui nécessite de l'accompagnement et de l'encadrement. Et là, je dirais, les collectivités ont été assez stimulantes ces dernières années parce qu'elles ont agi de concert dans plusieurs directions. Elles se sont inquiétées de la disparition des espaces agricoles. Donc elles y portent maintenant attention. Ce ne sont plus des zones urbanisables futures dans les plans locaux d'urbanisme. Ça, c'est déjà un grand changement. Ça fait grincer les dents certains propriétaires qui espéraient peut-être faire une belle plus-value en réalisant la vente de leur terrain pour de l'urbanisation. Mais surtout, on voit des nouveaux installés dans des ceintures maraîchères qui sont en train de se reconstituer et qui existaient autrefois autour de nos villes, qui ont disparu au cours du XXe siècle, sous l'effet de la concurrence d'autres régions de production et puis tout simplement de changement de mode d'approvisionnement alimentaire et donc de distribution. On voit aussi une demande locale des particuliers, mais c'est là que les collectivités sont intéressantes, c'est qu'elles ont su organiser une demande locale pour la restauration collective, qui est une forme d'intervention sur l'organisation d'un débouché agricole. Et ça, c'est quelque chose qui me semble est porteur parce que ça va sécuriser ce type de fermes nouvelles dans leur débouché. Alors, en revanche, sur des territoires, ce développement qui se crée autour, enfin dans les villes déjà, hein, puisqu'il y a aussi cette montée en puissance d'organiser une nouvelle agriculture urbaine ou périurbaine, mais dans cette partie périurbaine, on en a déjà discuté tous les deux, avec des territoires qui sont quand même relativement fracturés et pas faciles à investir aujourd'hui. Ils se sont développés, artificialisés, et même avec une volonté d'organiser de nouveaux espaces agricoles, c'est quand même compliqué. Donc finalement, quel va être l'impact derrière tout ça? C'est compliqué. Alors il faut considérer aussi que ça va représenter des volumes d'emploi qui sont quand même raisonnables, pas gigantesques. Ça nécessite des efforts de la part de la collectivité, mais finalement ça s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale, qui est celle de la réflexion autour de nos modes de vie, nos modes d'urbanisation. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on souhaite pour demain? Et ça sous-entend une mobilisation importante des acteurs publics, mais aussi des acteurs privés, puisqu'en fait, on est très souvent sur des propriétés qui appartiennent soit à des particuliers, soit à des entreprises, soit sont dans des indivisions et qui sont d'un accès qui est assez compliqué. Hein. Et de ce fait, c'est quelque chose qui doit s'envisager sur un temps d'intervention qui est un temps relativement moyen en termes de durée, parce qu'il y a un certain nombre d'étapes à franchir. Faut pouvoir accéder au foncier, il faut trouver les candidats, il faut que ceux-ci puissent investir sur cet outil de production, stabiliser les débouchés, il faut 10 ans. Il ne faut pas imaginer que ça va se faire comme ça, en un coup de baguette magique, en 3 ou 4 ans. Mais il y a aussi un autre élément, et à Besançon, notamment, la situation avait été vue très tôt, de faire de cette agriculture aussi un outil d'insertion, de réinsertion.
Les jardins de cocaïne, notamment, avaient été pionniers en la matière, sur des formes d'agriculture urbaine qui, en fait, au-delà de l'aspect production, greffent une fonction qui est une fonction d'insertion sociale. Donc on est là tout à fait dans ce qu'on appelle la multifonctionnalité de l'activité agricole. Très bien, merci. Gilles, Frédéric, justement sur cette question de développement, est-ce que vous ressentez cette difficulté d'un territoire qui est juste à cheval entre finalement le tout rural et le tout urbain? Est-ce que ça influe finalement votre capacité à vous développer, à générer en fait du circuit? Moi, je voudrais revenir sur une chose que je pensais préciser en préambule. C'est sur le choix. Si je prends l'exemple sur Fontaine, on a eu un maire très courageux dans les années 90, dont l'épouse est là aujourd'hui, qui a clarifié les choses. C'est-à-dire que Fontaine est une commune, 1600 hectares, 1000 hectares de terres agricoles. Et donc, il y avait autant d'habitants dans le centre-bourg que dans tous les écarts. Et donc, quand il est arrivé, il dit, oh là là, comment on va gérer ça? De l'agriculture partout, 2 fermes qui étaient encore dans le centre-bourg. Et c'était compliqué. Des terres qui pouvaient s'urbaniser un petit peu partout. Donc là, les choses ont été... Il y a eu un conseil municipal très courageux qui a clarifié les choses en disant les habitations sur le centre-bourg, l'agriculture dans les écarts. Et pour nous, ça a été franchement déterminant parce que, bon, après, il a fallu... il n'y a plus de vaches qui dorment dans le village maintenant. Il a fallu sortir les 2 fermes qui étaient à l'extérieur. Mais au moins, il y avait de la lisibilité, au moins à court, voire à long terme. Et ça, quand les choses sont claires, on sait où on va. Et si on prend l'exemple sur des communes qui ne sont pas très loin de nous, où ça n'a jamais été fait, il n'y a pas l'agriculture qu'il y a sur Fontaine aujourd'hui, quoi. Et ça, cumulé avec une fruitière qui existait déjà, qui existe depuis début des années 1900, ça permet de faire des choses. Voilà, je tenais à préciser ça, quoi. Et ça, le rôle des élus, il est quand même important, quoi. Frédéric? Moi, je vais aller un peu dans votre sens. Moi, là où la ferme et la parcelle que j'exploite se situent, c'est à Montagnier, c'est en zone rurale pour le coup. Là, pour le coup, il n'y a pas de grande ville à côté. Et à Montagnier, on est entouré, autour de nous, c'est des champs. Donc voilà, il n'y a pas... moi, je ne sens pas un risque d'urbanisation autour de moi fort, voilà, clairement. Après, il me semble que la question de fond, je suis assez d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, le risque, c'est quand on est près d'une zone urbanisée, à ce que les zones agricoles passent en zone urbanisable. Et c'est là où, effectivement, moi, je pense que les élus locaux ont vraiment un rôle important à jouer sur la définition des zones dans les SCOT et dans les cartes communales, quoi. C'est vraiment là que ça se joue. C'est là qu'il faut sanctuariser au plus possible les zones agricoles et quand c'est agricole, faire en sorte que ça reste agricole. Et il me semble que les collectivités, je ne suis pas un grand expert, mais il me semble que les collectivités ont des outils pour ça. Il existe des outils juridiques pour sanctuariser du foncier. Alors, en tout cas, je sais que Tadolien travaille pas mal là-dessus. Il y a des outils comme les zones agricoles protégées, les ZAP, qui peuvent être définis, qui permettent de sanctuariser du foncier. Et moi, je pense que un des rôles des élus, concrètement, ça peut être aussi comme ils sont ancrés dans le territoire, ils connaissent les producteurs, ils connaissent les paysans. C'est d'aller les voir, de faire ce travail de veille foncière. En connaissant le territoire, on sait qui va partir à la retraite, qui va céder, qui va vendre. On peut le savoir. Et ce travail en amont, il est à faire à mon niveau dans les communes pour savoir comment ce foncier peut évoluer. Je pense qu'il y a un vrai boulot de sensibilisation et de connaissance des producteurs, des paysans sur les territoires. Je pense que c'est quelque chose qui peut être joué, quoi. Voilà. Alors merci beaucoup justement pour terminer cette première séquence. Et comme nous avons des élus communaux dans la salle, Laurine, est-ce que vous voulez déjà faire une première réaction et puis ensuite 1 ou 2 questions dans la salle? Ce serait intéressant de réagir pour faire la transition après à une deuxième séquence. Alors effectivement, j'avais très envie de réagir sur cette question de l'importance d'avoir une veille sur le foncier qui évolue. Parce qu'en fait, il y a une réalité à laquelle on se confronte, c'est qu'il y a une inadéquation quasiment systématique entre le moment où quelqu'un a besoin de s'installer et le moment où il y a une opportunité foncière.
Et ça, c'est un vrai enjeu. Et c'est là que la SAFER a son rôle à jouer, Terre de Liens a un rôle à jouer, les collectivités ont un rôle à jouer, effectivement, à la fois dans les communes, également à notre niveau à Grand Besançon Métropole, parce qu'effectivement, c'est une vraie question. Nous, on a régulièrement des maraîchers qui sortent de la pépinière maraîchère, mais il y a bien sûr des porteurs de projets qui ne sortent pas de la pépinière maraîchère. Et les opportunités foncières, elles ne sont pas énormes, elles ne sont pas très nombreuses. Donc voilà, comment on fait pour maintenir du foncier à disposition et puis effectivement apporter de la visibilité. Je crois que vous venez de le rappeler, ça a été dit pendant la visite chez Roland Bulloz. Il y a vraiment cette nécessité de donner de la visibilité aux porteurs de projets. Et si la question du foncier est au cœur de cet enjeu-là, ça vient renforcer cette préoccupation pour le foncier. Après, s'il y avait des solutions miracles, honnêtement, on les aurait déjà déployées, bien entendu. Mais effectivement, au sein du SCOT, je le confirme, hein, on a les moyens, effectivement, dans les documents d'urbanisme, de flécher des espaces. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose aussi dans les évolutions qui me paraîtrait intéressant, c'est qu'on est capable de flécher des espaces pour des zones d'activité économique, par exemple. L'agriculture est une activité économique. Donc, à quel moment on s'autorise, dans une zone d'activité économique, d'envisager une activité agricole, une activité industrielle, je veux dire sur un vaste espace pour dédié à de l'économie, on pourrait tout à fait avoir du coup ces fameuses ceintures maraîchères qui font le lien entre une zone industrielle, un village avec des habitations et donc de l'activité agricole, puisque vraiment à mon sens, l'activité agricole, je crois tous qu'on se rappelle que c'est une activité économique avant tout. Frédéric, vous vouliez réagir ? Une petite idée comme ça, là. Il me semble que les collectivités peuvent travailler avec les SAFER sur du stockage temporaire de foncier. Et vous avez le droit, les SAFER ont le droit de stocker. Vous pouvez avoir des accords avec la SAFER pour dire cette parcelle-là, ok, pour l'instant, effectivement, comme vous le dites, il n'y a pas de candidat potentiel sur une future reprise, mais on sait qu'on va en trouver, et le temps qu'on en trouve, on stocke le foncier, et là, on sanctuarise. Il est stocké, il est agricole, il reste agricole, il ne partira pas ailleurs, quoi. Voilà. Quelqu'un souhaite réagir dans la salle ? Ouais. Vas-y Thomas, tu peux apporter le micro s'il te plaît. Il faut être agile. Il faut être agile. Oui, simplement par rapport à cette veille, cette attention qu'il faut avoir par rapport à la population agricole qui va partir en retraite ou qui va peut-être céder son entreprise. Je dirais là, je mettrai un grand panneau attention, parce que qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années ici, et je le vois encore avec les confrères dans les communes voisines, on regarde effectivement l'agriculteur qui va partir en retraite, on fait le décompte, on dit moi j'en ai plus que 2 dans ma commune, moi j'en ai plus qu'1, c'est tout juste s'ils ne disent pas, tant mieux. Et là, finalement, on ne regarde pas l'outil, l'entreprise qui peut permettre d'accueillir des jeunes agriculteurs plus tard, mais on regarde plutôt comment on peut évincer encore celui qui reste. Alors je me dis, et là je me pose en tant qu'élu, je dis regardons l'entreprise, l'économie agricole en tant que telle, qui peut permettre justement d'accueillir un jeune agriculteur, même s'il vient d'un autre milieu, vous avez dit le mot, je ne m'en rappelle plus, avec mais peu importe, vous m'avez compris, si on veut que des agriculteurs s'installent, des jeunes qui viennent d'où qu'ils soient, il faut qu'ils aient l'outil qui soit à disposition. Et qu'on ne regarde pas aujourd'hui les zones agricoles comme des réserves à urbaniser rapidement et sur lesquelles on ne donne pas d'avenir à ces agriculteurs. Madame Barthelet. Je m'excuse, mais j'ai un petit peu envie de défendre les collectivités, là, parce que je trouve quand même que ça fait quand même un moment qu'on s'occupe de tout ça, ça fait quand même un moment qu'on s'est engagé justement fortement à protéger les terres agricoles et aussi forestières, mais c'est vrai que je reconnais volontiers que peut-être on le faisait plus pour la forêt. Ah oui, okay. Un moment peut-être plus protéger la forêt que l'agriculture. On échangeait avec Anthony, il y a des raisons aussi sur qui était présent dans les conseils municipaux ruraux. Et moi, je pense que les agriculteurs ont eux-mêmes une grande responsabilité aussi dans le fait d'avoir vendu eux-mêmes leurs terres pour en tirer profit par moment. Voilà, on a tous une part de responsabilité. Je ne pense pas que les collectivités doivent être les seules à être montrées du doigt et qu'on a tous maintenant quelque chose à améliorer dans les postures. Et je crois que c'est le cas. On travaille beaucoup mieux ensemble maintenant, mais on sait quand même comment se passaient les conseils municipaux avant.
Voilà, dans ma commune comme ailleurs, ceux qui ont quand même beaucoup profité de terrains agricoles qui sont devenus urbanisables et qui ont pris les décisions, ce ne sont pas des élus qui n'étaient pas du tout agriculteurs, hein, bien au contraire. Donc je pense quand même qu'il faut le dire, parce que même si ce n'est pas agréable à entendre, c'est quand même une réalité aussi. Maintenant, je pense qu'on fait tous beaucoup mieux. On a un SCOT qui nous a imposé, et c'est très bien, parce que c'est quand même, quand on dit qu'on a un SCOT qui a imposé, ce sont des élus qui se sont imposés ensemble de protéger davantage nos zones humides, de les rendre complètement inconstructibles, de protéger les terres agricoles, de protéger effectivement davantage la forêt. Et maintenant, on a quand même un bilan qui est quand même vertueux sur ce qu'on a fait depuis l'approbation en décembre 2011 à maintenant. On va encore faire mieux et je suis d'accord avec vous qu'il faut mettre en place des outils pour être sûr que ça aille encore plus loin que la dénomination de la zone agricole. Parce qu'on a ça dans nos PLU. On a des zones agricoles, on a des zones naturelles avec un petit indice particulier sur lesquels on ne peut rien faire. En agriculture, justement, dans ces zones où on peut faire juste un bâtiment réservé à un développement, moi, je ne pense même pas qu'on peut dire que les élus ne pensent pas à ça du tout ou qui ne font que se réjouir de... Enfin, je trouve que c'est quand même une grosse caricature. Enfin, moi, je m'inscris en faux. En tous les cas, sur les élus qui sont en responsabilité depuis quelques années, je ne me sens pas du tout concernée par ce sujet, même si je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. Voilà, je veux quand même le dire. Je trouve que c'est un petit peu caricatural de nous voir comme ça. Mais je ne dis pas qu'il y a rien à faire encore. Et je suis d'accord pour les ZAP. Moi, j'étais en responsabilité dans le mandat précédent sur la planification, où je disais, Anthony, par exemple, on proposait une ZAP, y compris la DDT, ne nous y encourageait pas. Hein, un maire agriculteur a proposé qu'on zappe certains fonciers en disant c'est compliqué, ça ne sert pas, puis voilà, dans le temps, c'est pas facile. Enfin, on ne l'a pas fait, avec regret certainement, mais on a un PLUI et je crois qu'on a tous dit dans le projet de territoire qu'on avait envie d'utiliser cet outil davantage. Donc en tout cas, sur Grand Besançon, c'est un outil qu'on utilisera, je pense. Et j'imagine dans le SCOT aussi, puisque nos collègues du Val-Marnésien seront certainement intéressés aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer à une séquence suivante. Ça permettra d'être dans le timing de la soirée. On va essayer de parler un peu de vulnérabilité. Hein. Je vais questionner Pascal, si tu le veux bien. J'ai mon micro. Donc l'urbanisation, on l'a bien entendu, on en a parlé un petit peu tout de suite sur la question de la consommation des hectares de foncier, et l'impact qu'il peut y avoir sur les territoires, pour les terroirs, mais quelles conséquences économiques, relativement précises, voilà, quelles conséquences finalement pour le développement local aussi, pas que le développement économique. Alors, je crois qu'il y a deux choses à voir hein, pour commencer. On a parlé de l'urbanisation, mais il faut replacer peut-être le débat dans les perceptions que notre société avait de l'agriculture. On est passé en fait des années 80-90 et d'une bonne partie des années 2000 à une idée qu'on était sur un surplus de production, qu'on bradait les productions agricoles, que les prix des matières premières agricoles étaient bon marché. Donc finalement, ça laissait une petite musique qui voulait dire bon, à quoi bon garder des terres qui servent à produire pas grand-chose parce que de toute façon, on en produit en suffisance. Puis maintenant, on commence à se dire mais non, on n'en produit pas en suffisance, on a peur d'en manquer d'une part, et puis ce qu'on produit, c'est pas forcément ce qu'on veut. Et c'est là que ça boucle sur l'impact. Protéger un espace agricole, c'est bien, mais encore faut-il avoir un système agricole qui soit performant derrière pour le valoriser. Alors si je dis un système agricole performant, certains vont dire, bon ok, c'est un système qui est productiviste, il suffit de produire du grain, de mettre beaucoup de vaches ou de bovins à l'hectare et on va avoir un système performant. Non, ce n'est pas ça un système agricole performant aujourd'hui. Un système agricole performant, je voudrais dire, c'est un système qui génère des excédents bruts d'exploitation importants. Ce n'est pas un système qui fait forcément du volume, mais c'est un système qui sort de la valeur ajoutée. Hein. Et donc la vraie question qui se pose, c'est le couplage d'une stratégie de protection du foncier avec le développement de filières qui génèrent de la valeur ajoutée. Et ça, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple et toutes les régions ne sont pas forcément bien dotées. Si je prends par exemple la Seine-et-Marne qui est dotée de terres qui sont très fertiles, elle n'est pas forcément la mieux placée pour construire des systèmes à forte valeur ajoutée parce qu'on est dans des systèmes céréaliers de filières longues, voire très longues. Hein, parce que moi, quand j'entends des gens qui disent on est en train de produire pour nourrir le monde, je suis en train de me dire mais ils n'ont pas compris le monde dans lequel nous vivons. On ne produit pas pour nourrir le monde. Déjà, on essaye de produire au plus près des gens lorsqu'ils vivent, même s'il y a certaines régions du monde très urbanisées
qui seront dépendantes de chaînes très complexes d'approvisionnement de matières premières pour les transformer par la consommation animale en protéines animales. Nous, notre logique, elle est quand même avant tout de se repositionner sur une maille géographique qui soit celle où on crée de la richesse et où surtout cette richesse, elle reste sur le territoire. Parce que créer de la richesse, c'est bien, mais si cette richesse, elle est dilapidée dans d'autres régions, ça nous intéresse beaucoup moins. Alors on a de la chance, on est des enfants gâtés. On est des enfants gâtés parce qu'on a des gens qui sont des vraies têtes de mule chez nous. Ils n'ont pas accepté d'entendre ce qu'on leur racontait comme belle histoire pour le futur. Dans les années 70, nos édiles parisiennes et nos élus qui les accompagnaient ont considéré que le système fromager qui était présent sur le massif du Jura, c'était un truc de papy, c'était un truc qui devait disparaître. C'était le passé. On les a même qualifiés d'antiquaires, ceux qui défendaient ce modèle-là. L'idée, c'était de faire des grosses fromageries. Vous avez même imaginé qu'il en faudrait 4, voire 5, simplement, entre Belfort et Bourg-en-Bresse. Et qu'on allait faire des cuves avec des cuves en inox, des fromages avec des gros trous dedans, que les gens aimeraient bien. Et puis on a même dit, vous avez des vaches rouges, vous aimez la couleur, mais finalement, vos vaches Montbéliard, c'est quand même pas des grandes productives. Mais comme vous ne voulez pas changer de couleur, on va vous amener des Holstein de couleur rouge pour vous faire des Holstein rouges. Vous y verrez que du feu, vous pourrez toujours mettre vos clochettes, mais vous verrez, c'est des vaches, elles vont pouvoir vous faire du lait. Puis comme vous avez du mal les étés où il pleut pour sécher du foin, vous n'avez qu'à faire de l'ensilage d'herbe. Et puis les gens ont dit, ils nous parlent bizarrement, ces gens-là, qu'on ne comprend pas ce qu'ils nous disent, ce n'est pas ce qu'on a envie de faire, ce n'est pas ce que nos anciens nous ont appris. Et puis, ils ont résisté. Ils ont résisté et au final, les politiques aujourd'hui descendent admirer ce qui se passe chez nous. Donc, en disant, mais comment vous faites ici pour faire du lait à 600 € alors qu'en Bretagne, où on sait produire du lait, on n'arrive pas à décoller les 320 €. Puis dès qu'on attend 330, tout de suite, il y a une crise qui apparaît pour le faire redescendre à 310. Donc, ça signifie bien que l'innovation autour de ces questions agricoles, elle ne vient pas d'ailleurs, elle vient de chez nous. Elle vient de la capacité qu'on a à agir collectivement pour faire des choses. Maintenir une fruitière à Fontaine, je ne vais pas tresser des lauriers aux gens de Fontaine, mais maintenir une fruitière à Fontaine dans un espace périurbain, c'est culotté. S'installer sur une partie de la zone d'activité, c'est super intéressant. Et on se rend compte que c'est devenu, puisque la fruitière de Fontaine, aujourd'hui, c'est la fruitière du Grand Besançon. C'est là où le magasin, quand vous venez le samedi matin, j'aurais envie de vous dire, ne venez pas à la fruitière de Fontaine le samedi matin, vous pétez un temps fou pour avoir un bout de fromage. Organisez votre agenda pour venir à un autre moment. Faut vous y prendre à l'avance, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas de votre faute, ça. C'est parce que vous êtes attractif, Gilles, là, sur le magasin. Le fromage est bon, il a un excellent rapport qualité-prix, puis vous vendez du vin, puis plein d'autres choses. Donc vous êtes devenu un point d'attraction. Mais il faut absolument, en termes d'impact, si on arrive à maîtriser du foncier, avoir le projet de développement agricole qui va dedans. Ça signifie aussi qu'il faut être ouvert dans ce projet de développement agricole, parce qu'on a trop souvent fonctionné sur des modèles uniques. Le modèle universel qu'on va imposer et proposer à tout le monde. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'adaptation, elle ne vient pas d'un modèle universel. Elle vient d'une succession d'expériences qui donne du sens à cela. C'est la redécouverte des fonctions de la polyculture. Sauf que cette polyculture, elle est difficile à maintenir à l'échelle d'une exploitation, parce que les journées font 24 heures, parce que ça nécessite de la technicité, parce que ça nécessite des capitaux. Mais ce que l'on voit, c'est des gens qui, sur le même territoire, vont pouvoir se livrer à des activités agricoles différentes, avec des tailles d'exploitation qui ne sont pas du tout les mêmes. Un maraîcher qui fait 100 hectares, je ne crois pas que ça puisse exister, à moins que ce soit une exploitation qui utilise un bataillon de main-d'œuvre pour faire l'ensemble des tâches. Par contre, une exploitation laitière de 100 hectares, ce n'est pas quelque chose qui est décalé dans le paysage. Donc il y a une taille optimum économique pour chaque système de production, et c'est bien de trouver les systèmes de production qui sont adaptés à ces milieux. Je me vois mal, par exemple, sur des zones potentiellement agricoles, dans des dents creuses urbaines dans Besançon, y installer des vaches laitières. Je sais bien qu'un Hollandais vient d'installer un troupeau de vaches sur un bateau qu'il a une 60aine de vaches laitières mais c'est même plus un polder, sur des barges. Bon, on n'en est pas là quand même. Gilles, justement, comment vous percevez ce développement du territoire? Et puis on parlait justement de la vente en direct. Comment se comporte la population locale? Comment elle voit tout ça? Comment on voit ça? Nous, on ne se qualifie pas uniquement de producteurs de lait. Oui. Je dirais aujourd'hui, sur la ferme, nous, c'est quoi? C'est
la production de 1200 meules de comté, 5-6 tonnes de morbier, de fromage, de raclette, de style de fromage, du beurre, de la crème, et puis participer à l'engraissement des cochons de notre voisin pour notre quote-part dans la fruitière de 130 cochons par rapport au sérum qu'il vient chercher. C'est ça, je dirais, le maillage agricole. Alors, en même temps, on n'a rien inventé. On a ce qui était has-been à un moment donné est devenu moderne simplement en restant à côté de la plaque, parce que à travers différentes organisations agricoles, les collègues bretons dans les années 90, je me rappelle une fois en visite ici, qui avait visité, comme dit Pascal, hein, nos fruitières, mais nous traitaient d'arriérés, si on allait à la faillite, quoi. Ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Et je veux dire, à un moment donné, des fois, c'est pas grave d'être à côté de la plaque, quoi, hein, on peut dire. Et ça, je crois que c'était pas un hasard, et c'est aussi dans notre culture. D'accord, on est sur des fermes individuelles, mais on est quand même sur de la gestion collective d'outils, hein, type fruitière, parce que on le gère en collectif avec des collègues avec qui des fois on a des avis différents, avec qui on n'est pas forcément grands potes, hein, mais quand on est dans ce lieu-là, on est là à gérer l'outil collectif, et c'est l'outil collectif qui prime. On laisse de côté les histoires de terre qu'il y a pu avoir, de tout ce que vous pouvez imaginer, et pour continuer de gérer ça ensemble et d'être acteurs sur le territoire. Et là, ça, il faut, je dirais, l'individualisme, il vole en éclats, hein, si on pour maintenir ça. Alors justement, Pascal parlait de cette capacité franc-comtoise d'adaptation, d'expérience finalement, qui permet aussi, et puis être à côté de la plaque, c'est peut-être pas ça, c'est effectivement c'est d'avoir un concept qui est plus vertueux peut-être, et puis peut-être plus efficace aussi. Alors là, au niveau de nos fermes Oui, au niveau de votre ferme, et finalement dans ces transitions. Alors là, oui, rien n'est jamais gravé dans le marbre. Quelque part, on a aussi évolué, parce que en plus de 30 ans de métier, quand on regarde dans le rétroviseur, on dit oui, à un moment donné, on a pu faire des bêtises, que ce soit avec je dirais ce qu'on a employé, les substituts de synthèse, engrais, phytosanitaires, des choses comme ça. Et aujourd'hui, à travers les formations, à travers les groupes de développement, on évolue, et on se rend compte que aujourd'hui, sur la ferme, sans le savoir, on fait de la biodynamie, parce qu'on travaille aussi avec la Lune. La biodynamie, c'est ça, hein, c'est bosser avec les planètes. Sans être en bio, sur le troupeau, on travaille avec les médecines alternatives, hein, l'homéopathie, l'antibiotique, on n'en utilise pas plus. Il n'y a que le vétérinaire, quand il vient ponctuellement pour une grosse mise bas ou une césarienne, qui utilise l'antibiotique sur les bovins. Aujourd'hui, on en utilise. Sans être en bio, on ne l'utilise pas, parce qu'on a aussi nos convictions. C'est ce que Roland disait tout à l'heure, qui fait qu'on a envie de diriger notre agriculture dans un certain sens. Et là, quel que soit le label dans lequel on est, quoi, hein, c'est plus par rapport à notre croyance, notre manière de voir les choses. Et le changement climatique, ça va vous perturber ce sens? Ça va vous embêter? Voilà, comment vous le sentez là? Alors le changement climatique, oui, voilà, quand même une paire d'années là où tout le monde voit les. Bon, c'était pas le cas cet été, hein. Là, cet été, c'était tout le contraire. Bon, Dieu merci, ça a permis de remplir les granges, de refaire du stock, mais c'est vrai qu'on a eu 2-3 années avant où ça devient chaud, surtout sur des sols où on a peu de réserves hydriques. Et là, a fortiori avec des systèmes pâturants, c'est-à-dire que les vaches, nos systèmes, c'est, allez, en gros, c'est pour faire simple, en AOP compté, c'est une vache à l'hectare. Donc une vache, elle broute de avril à maintenant, donc il lui faut 50 arts, la moitié d'un hectare, pour brouter l'été. L'autre moitié, on fait les foins qu'on range dans la grange pour quand il neige, quand ça ne pousse plus. Hein. Et les étés secs, donc les vaches, oui, il n'y a plus à brouter, donc on tape dans le stock. Et
c'est quand même un petit peu plus compliqué. Oui, ça peut, voilà, ça met en péril finalement peut-être un tout petit peu une agriculture vertueuse parce que l'adaptation, Ben, c'est comme disait Pascal, on avait aussi des économistes, des gens de l'économie qui disaient les stocks en agriculture ça coûte trop cher, il n'en faut pas, c'est comme dans l'industrie, c'est de la connerie, vous êtes trop fourmis, faut y aller. Et aujourd'hui, on se rend compte que le stock dans nos systèmes fait partie du système agricole, quoi. Il faut garder, on n'est pas forcément à l'optimum économique les bonnes années, mais il faut lisser ça sur 4 ou 5 années, quoi. Frédéric, vous avez besoin, vous, de plus petites surfaces que d'autres exploitations. Est-ce que vous vous sentez moins vulnérable que d'autres? Comment vous sentez effectivement toutes ces transitions, cette agriculture vertueuse et les difficultés face aussi au changement climatique ou à d'autres transitions? Moi, je ne me sens pas que la petite surface soit gage de plus ou moins grande vulnérabilité. Enfin, j'ai pas le sentiment. Le système qu'on a, nous, en maraîchage, il faut qu'on ait une surface minimum nécessaire pour pouvoir bien travailler au niveau agronomique, surtout qu'on est en bio. Donc, bien travailler, ça veut dire pouvoir faire des rotations et pouvoir avoir des engrais verts. Voilà. Donc, voilà, pour faire simple, en gros, on va dire qu'un maraîcher, il lui faut au minimum 2 hectares pour pouvoir travailler correctement. En dessous de 2 hectares, ça devient plus difficile parce qu'il faut quand même mettre des serres, il faut mettre aussi un bâtiment, il faut des chemins. Voilà, donc, il faut au minimum 2 hectares pour un maraîcher. Donc voilà, moi j'ai 4 hectares et demi, donc je suis large. Voilà. Avec mon associé, on a en plus 2 hectares en plus. Donc du coup, voilà, on peut travailler des rotations. Voilà. Donc, petite surface, c'est pas plus ou moins vulnérable. Il faut la surface minimale pour pouvoir bien travailler en maraîchage. Et ce n'est pas 1 hectare par maraîcher, ce serait plutôt 2 hectares par maraîcher. Voilà. Je pense que ça, c'est important. C'est vraiment l'aspect rotation, engrais vert, pérennité de la ferme sur le long terme. Voilà. Par contre, si on avait plus d'hectares que ce qu'on en ferait, c'est qu'après, c'est la question de la main-d'œuvre. C'est qu'on pourrait effectivement dire bon, on va travailler sur 5, 6, 7 hectares. On a des collègues qui le font. Mais en vente directe, directement en vente directe, c'est beaucoup de main-d'œuvre du coup, ce qui est très bien, ça crée de l'emploi. Moi, je suis pour, mais il faut avoir l'emploi qui va avec. Si on fait du micro, c'est un peu différent. Hein. Les fermes maraîchères qui font du micro, qui vendent à des collectivités, qui vendent à la restauration collective en grande surface. Là, on est sur des surfaces plus importantes, on est sur des surfaces de 5, 10 hectares, mais c'est plus spécialisé, c'est très mécanisé. Bon, il y a aussi la manœuvre, il y a de l'emploi, bien sûr, mais comme ils sont sur des cultures, ils font moins de cultures, nous, on fait 40 légumes. Voilà, donc eux, ils en font peut-être que 10, donc ils les font sur des plus grandes surfaces. C'est un peu différent. Voilà. Et la vente en circuit court, vous protège un peu ou... Alors clairement, en maraîchage, il est évident que la vente en vente directe, c'est un atout. Alors, en gros, il y a 2 voies. Hein. C'est soit on fait des marchés, soit on fait des paniers, pour faire simple. Voilà. Donc les marchés, ça peut très bien marcher, pour le coup. Il faut un peu de temps pour se faire sa clientèle. Voilà. Et puis par contre, quand la clientèle est là et qu'on travaille correctement, si la clientèle est fidèle, en général, ça marche, quoi. Les gens reviennent vous voir quand les légumes sont beaux. Voilà. Mais il faut un peu de temps pour vous faire connaître. C'est la difficulté. En vente directe en panier, l'intérêt du panier, c'est qu'on a une assurance de vente de nos légumes sur l'année, puisque c'est un engagement à l'année. Les gens s'engagent sur 1 an avec nous, ils nous payent pour 1 an. Et nous, par contre, on doit s'engager à ce qu'on leur livre des légumes pendant 1 an. Donc, voilà. C'est une assurance de revenus pour nous, donc c'est un atout. Par contre, il faut être sérieux, c'est-à-dire que derrière, il faut quand même cultiver les beaux légumes, parce qu'une année où il n'y aurait pas de légumes, et ce serait normal, les gens n'en reviendraient pas, ce qui est tout à fait normal, quoi. Ils sont aussi là pour avoir des légumes, quoi. Donc ils s'engagent sur 1 an, mais en attendant, il faut qu'on leur il faut qu'on produise, ce qui est normal, quoi. C'est le jeu. Voilà. Mais la vente directe, effectivement, est un atout. Alors, on y reviendra peut-être après, mais sur la question des collectivités et puis de la restauration collective, c'est un peu différent. On y reviendra peut-être après, du coup. Oui, je pense aussi. Bon, on sent quand même, hein, Pascal, que le Franc-Comtois est peut-être un tout petit peu mieux armé dans le sens économique et peut-être le concept d'adaptation, avant qu'on ne passe à quelques questions. Disons que ici, le grand avantage, c'est que on a un système dominant qui est vertueux et qui permet de s'intercaler avec des systèmes nouveaux qui apparaissent et qui vendent. Alors il y a du maraîchage, il y a du légume, il y a des fruits rouges, hein, il y a une vraie demande.
en la matière. Et moi, pour discuter avec un certain nombre de ces producteurs, le constat qu'ils me dressent, c'est qu'ils me disent, vous savez, c'est pas vendre le plus dur, c'est produire. Parce qu'il y a des choses, on a quand même un climat qui n'est pas très facile, hein, donc il y a des choses qui démarrent tard et donc on n'arrive pas forcément si facilement que ça à faire ces produits. Donc si on arrive à faire pousser, on arrive à vendre. Donc ça, c'est quand même déjà un bon succès parce que ça signifie qu'ils ont confiance dans leur marché. Mais ça signifie quoi? Ça signifie que derrière, c'est la volonté des personnes. Hein, si on n'a pas des gens motivés pour aller dans ce sens, on n'y arrivera pas. Parce que ça signifie qu'on a besoin d'agriculteurs qui soient en capacité de s'engager sur le terrain, de consacrer du temps à animer cela, au-delà simplement du seul travail qui est présent sur l'exploitation. Et c'est ça qui est intéressant parce que finalement, ça replace l'agriculteur à une autre valeur sociale. Hein. C'est aussi un changement parce que bon, l'agriculture à la campagne, on l'a malheureusement considérée souvent comme étant une sorte de sous-prolétariat. Et aujourd'hui, on constate que ce sont des chefs d'entreprise et que finalement, leur rôle économique est important, mais que leur rôle économique se coiffe aussi d'une responsabilité sociétale qui touche les questions environnementales. Et on constate aussi que quand on s'en donne les moyens, ils peuvent être des auxiliaires extrêmement intéressants pour aider les collectivités à gérer les milieux naturels sensibles. Gilles, je crois que tu as des zones naturelles, toi, que tu exploites. Tu avais des fauches tardives, je crois, sur le secteur des buis à une époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Voilà. Des contrats territoriaux, des mesures agro-environnementales, et puis aussi des considérations aujourd'hui de production énergétique qui concernent le monde agricole. Et il y a un vrai débat d'ailleurs à l'heure actuelle sur des conflits d'usage des terres, puisque il semblerait que l'installation de panneaux solaires au sol soit moins onéreuse que sur des toits, et il ne faudrait pas qu'il advienne que des terres agricoles deviennent des fermes solaires, puisqu'on n'y gagnerait pas grand-chose au final. On perdrait de la terre agricole, ce qui serait quand même assez regrettable. Donc de fait, on voit que la question agricole ne se limite pas à la production de denrées alimentaires. Elle est beaucoup plus englobante. On a parlé tout à l'heure d'urbanisation, de finalement qu'est-ce que l'on veut dans nos campagnes à partir du moment où on fait des zonages, dans nos campagnes et dans nos villes, qu'est-ce que l'on veut manger, quels services rendent les agriculteurs à la société, comment peuvent-ils contribuer à une moindre dépendance énergétique, comment aussi, et Gilles a évoqué la question, et je crois que c'est un enjeu, quand on en parlait il y a 5 ans, on nous prenait un petit peu pour pas des hurluberlus, en disant oui, sans doute que c'est possible, mais la modification du climat, c'est quelque chose qui impacte terriblement l'agriculture et qui est en train de reformater complètement les mentalités à ce sujet-là. Et même si on sent que les gens se préparent et commencent à déployer des parades, il y a une inquiétude latente derrière en se disant, bon, franchement, cette année, ça a été très arrosé, mais c'est pas normal. Donc, c'est pas non plus quelque chose de si bénéfique que cela. Les gros coups de sec qu'on a connus 2018-2020 ont pesé très lourd sur le pilotage des exploitations agricoles, notamment dans le domaine de l'élevage, et les ont amenés à se poser un certain nombre de questions sur leur avenir. Non, des valeurs à protéger, parce que c'est vrai que nos artisans de la terre sont face à des possibles dégradations de l'eau, de la qualité de la terre, ça peut jouer sur la qualité des produits, et je pense qu'il va falloir qu'on accompagne, parce que c'est comme tu le dis, c'est pas que c'est pas que producteur agricole, c'est sociétal, c'est économique, c'est sanitaire, c'est paysager, voilà, c'est vraiment tout notre environnement terrestre sur lequel nous vivons. Avant de passer à la séquence suivante, Laurine, si vous voulez réagir, et puis bien sûr à la salle, et bonsoir à notre maire présidente de Besançon. Je voulais rebondir sur effectivement cette question du système agricole qu'on a évoqué. Finalement, le système agricole, on est dans un territoire on ne part pas de rien. On l'a dit, on a un certain nombre d'atouts et on a des outils aussi sur le territoire. On a un historique qui fait qu'on ne part pas de rien. Malgré tout, le
nous positionne face à la question de la résilience alimentaire et à quel point notre territoire pourra ou ne pourra pas faire face à différents dérèglements, comme la crise sanitaire nous a recentré sur l'importance des circuits de distribution en circuit court, voilà, la production locale, etc. Et donc, notre enjeu en termes d'aménagement du territoire et de collectivité, c'est de nous emparer de cette question du système alimentaire, du foncier à la vente en circuit court, mais en passant par la transformation, le choix des semences dans le maraîchage qui puissent s'adapter aux évolutions du climat, etc. Et donc, je pense qu'on a encore énormément de pain sur la planche, si je peux prendre cette expression, parce que la chaîne logistique alimentaire, d'un bout à l'autre, elle nécessite énormément de compétences différentes qui s'articulent. Et comme on le disait tout à l'heure, les tailles d'exploitation ne sont pas les mêmes. Et à quel point on peut arriver aussi sur des exploitations à mixer différentes exploitations sur une même structure finalement, avec un petit peu de maraîchage dans un coin, de l'élevage par ailleurs. Et on a beau avoir ce patrimoine et ce terroir qu'est le comté, en fait, on ne va pas tous manger systématiquement du comté du Morbihan. Donc on a bien besoin. On en mange beaucoup, certes, mais on en fait profiter aussi dans le monde entier. Et donc, voilà, on a absolument besoin de diversifier nos exploitations. Y a-t-il des questions dans la salle ou une intervention? Françoise Presse? Oui, merci. Alors, Monsieur Berrion, vous nous disiez que bon, ce qui était intéressant, c'était de créer de la richesse qui aille directement sur le territoire. Et on a 2 agriculteurs qui sont vertueux dans ce domaine, sur le premier plateau et du côté de Montagnier, qui remplissent bien cette mission, effectivement. Mais nous, en tant qu'élus du SCOT, on doit s'occuper de tout notre territoire, c'est-à-dire du Val-Marnésien, de tout le Grand Besançon. Et effectivement, sur l'ensemble de ce territoire, on se pose quelques questions concernant certaines cultures, en particulier, je vais parler des céréales et du blé tendre, alors je n'ai pas exactement les surfaces, mais c'est assez important, et cette ressource-là va directement alimenter la Chine. Donc, vous savez que pendant la Covid, les Chinois ont stocké pas mal de blé en prévision des crises à venir. Nous, on a à gérer ce foncier agricole, mais là, on se pose vraiment la question de cette utilité sur le territoire. Il faut savoir par ailleurs que notre territoire du Grand Besançon a une autonomie alimentaire de 2% seulement. Donc, bien sûr, on est très bon sur le fromage, le comté, le morbier, et on a un petit peu de maraîchage, mais vous voyez bien, comme l'a dit Laurine, qu'il manque de la diversification sur le territoire. Mais ma question précise, elle porte sur cette histoire de grande culture et de la destination du blé tendre. Nos grandes cultures, donc il n'y a pas que le blé tendre, on voit aussi un peu de colza maintenant dans les rotations, du blé, et donc en fait se pose la question de la destination de ces productions. Généralement, elles sont vendues, alors il y a 2 grands acheteurs, il y a Terre Comtoise, avec Intervalle derrière, qui sont les principaux opérateurs sur la région. Et ce sont des céréales qui sont vendues au cours mondial ensuite, qui sont donc stockées dans des silos, pas forcément très loin de chez nous. Une bonne partie est descendue sur le terminal portuaire de Sète, où tout cela est ensuite chargé pour être exporté, ou bien parfois redistribué plus proche de chez nous sans pour autant qu'on le sache. On est typiquement là dans une filière longue qui est, on fait du blé ingrédient tout simplement, comme en Bretagne on fait du lait pour faire de la matière grasse et de la poudre. Alors c'est des filières qui vendent à des prix assez volatiles, c'est-à-dire que ça peut être très bon comme cette année parce qu'il y a des pénuries, ça peut être extrêmement délétère les années suivantes parce que les prix se sont effondrés et ça place les agriculteurs dans une difficulté, ou du moins ça leur donne qu'une seule perspective, c'est que pour faire face à cette évolution-là, il n'y a pas 36 solutions, il faut encore faire plus gros pour amortir le matériel qu'on utilise, puis comme il est plus petit, pas assez gros par rapport à la surface qu'on a repris, il en faut encore du plus gros, et je dirais on est dans une sorte de course à l'échalote qui ne crée pas beaucoup de richesse sur le territoire, ça fait circuler de l'argent mais ça ne crée pas de la valeur ajoutée.
Alors la question du grain, moi j'en ai déjà discuté, et puis avec notamment l'interprofession du comté, ça fait quand même un sujet dont on parle depuis longtemps, c'est de se dire, mais bon sang, pourquoi ce grain de plaine ne nourrirait pas les vaches des plateaux? Alors on a froissé un peu les Hauts-Saunois, il faut le dire, en disant oui, mais vous nous avez sortis de la zone comté, alors il n'est pas question qu'on vous fasse du grain pour nourrir vos vaches. Bon, quand on a commencé à leur dire qu'on pouvait leur payer le grain un petit peu plus cher, ils ont commencé à écouter un peu. Donc on a aujourd'hui une filière régionale qui est tracée pour faire de l'aliment pour le bétail, mais après c'est un boulot qui va ailleurs, ça veut dire qu'il faut trouver des réseaux de boulangers qui soient en capacité de dire on utilise du blé local. Alors après se pose la question de l'échelle du local, parce que là je pense que sur ces productions là, je crois qu'il ne faut pas se limiter simplement au pourtour du Grand Besançon. Il faut se dire que le local c'est à minima les 4 départements franc-comtois, voire peut-être même pourquoi pas la Côte d'Or, mais je dirais il faut pas se bloquer là-dessus, mais c'est retrouver une traçabilité, c'est-à-dire permettre à des transformateurs sur le territoire de manipuler le produit et de gagner leur vie en faisant cela. Parce que le gros problème que l'on a sur ces produits de consommation courante, c'est que les transformateurs ont du mal à tirer leur épingle du jeu. Par contre, je dirais vis-à-vis de la meunerie, moi je constate, et je pense qu'on est plusieurs à le partager, qu'on voit renaître, ou du moins revenir sur le devant de la scène avec des produits de qualité, les petits meuniers, les fameux archaïques, ceux qui devaient disparaître, ceux qui n'avaient pas droit aux subventions européennes pour moderniser leur atelier parce qu'on les considérait comme insignifiants avec leur outil. Moi je passe à des Gerbrands comme en Haute-Saône, le moulin qui fonctionne du côté, je crois, de l'île sur le Doubs. On avait chez Dornier, maintenant c'est Dijon Céréales qui est rentré au capital, mais le fait de disposer d'un réseau d'acteurs dispersés sur le territoire, c'est une vraie richesse, et en ce sens je dirais il faut arriver à les soutenir, mais c'est pas facile parce que là il faut trouver des gens qui aient la motivation pour reprendre des outils qui sont coûteux à moderniser, coûteux à acquérir, mais il faut avoir espoir. Mais c'est vrai que en pleine, ces systèmes de grande culture qui sont destinés à être exportés, comme ces systèmes d'embouche de bovins ou de production de lait qui sont régulés uniquement par un cours mondial, c'est pas du tout intéressant pour les territoires parce que ça ne crée pas de richesse sur place. Il n'y a pas d'effet multiplicateur. Je reviens juste sur la filière comté parce que c'est celle qu'on étudie beaucoup et avec laquelle je travaille en grande partie. C'est les exploitations agricoles, les fromageries, les affineurs, c'est 7000 emplois sur le territoire. À ces 7000 emplois, vous ajoutez 3000 emplois qui correspondent à des gens dont le métier est en appui, en amont ou à l'aval de cette production. Et puis vous rajoutez encore 4000 emplois qui sont liés aux dépenses de ces 10 000 personnes qui vivent directement de la filière. Donc vous avez sur un territoire 14 000 emplois qui dépendent de cette activité économique qui fait moins d'1 milliard de litres de lait. Et j'aime bien le dire aux éleveurs, vous employez pour construire vos hangars, vos fosses à lisier, l'équivalent de 300 maçons en moyenne par année. C'est plus que les emplois dans les concessions de matériel agricole et chez les fournisseurs d'aliments du bétail. Donc c'est intéressant quand même de se dire que l'argent il est investi dans du capital de production, mais pas uniquement dans du consommable pour les animaux. Donc par rapport à votre question, Madame Presse, en 1996, on avait rencontré avec les groupes de formation sur les plateaux le président des boulangers du Doubs pour, dans l'idée, comme vous dites, de mettre en place une filière locale de blé avec les boulangers. Donc on avait même fait une scénette, parce qu'à notre assemblée générale, on avait fait une scénette là-dessus. Et donc on a discuté, les tractations se sont mises en route. Et dans l'idée, c'était bien évidemment de partager la valeur ajoutée entre l'agriculteur qui faisait pousser le blé, le meunier et le boulanger. Pas dire on va fournir une filière locale au cours mondial du blé. Et on n'est jamais arrivé au bout, vous savez pourquoi? C'est quand on a commencé de parler de la valeur ajoutée, on s'est fait renvoyer dans nos maisons proprement, poliment. Alors on était probablement trop tôt par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais on n'y est pas arrivé parce que on nous a clairement dit, mais on n'a jamais vu ça, le prix du blé c'est ça, des agriculteurs qui veulent s'immiscer entre le meunier et le boulanger, ça n'existe pas.
ça a capoté, on n'a jamais fait. Mais ça reste à faire. Alors on était même allé loin dans la démarche, puisque l'Énil de Mamirol avait préfiguré dans son atelier technologique une salle de fermentation des pâtes. L'idée étant de se dire, on va, grâce à ça, former aussi des boulangers, mais la salle maintenant fait du fromage. Quoi. Parce qu'il y a plus de monde. Ouais, juste, et inversement, actuellement, et depuis 2 ans ou 3 ans, une filière orge de brasserie se met en place avec pas mal de microbrasseries, notamment à Besançon, qui achètent de l'orge locale. Voilà. Et juste une petite réaction par rapport à ce que vous avez dit, c'est par rapport à l'alimentation animale et aux céréales. En fait, il y a 2/3 des surfaces céréalières en France qui servent à l'alimentation animale. Donc effectivement, moi, ça me pose question. Quand par ailleurs, justement, dans le pays grélois, en Haute-Saône, là, on voit de plus en plus des fermes avec des vaches qui sortent plus, quoi, qui sont nourries qu'aux céréales et plus à l'herbe. Le pendant de ça, c'est ça. Ça m'interroge aussi, quoi. Elles sont nourries au maïs, et comme c'est très riche en énergie, il leur faut des protéines, donc on rachète du soja derrière, ou du colza, pour équilibrer leur ration. Mais là, on produit jusqu'à 15 000 litres de lait à l'hectare. On a une ferme qui s'est montée récemment, on a beaucoup parlé de la ferme des 1000 vaches, qui marque on a beaucoup parlé de la ferme des 1000 vaches qui s'est arrêtée il y a bientôt 1 an. Mais on a une grosse ferme qui s'est montée près de Rio, une ferme de 400 vaches qui interroge, puisque dès le départ, les gens disent qu'ils ne sont pas autosuffisants dans leur alimentation. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils peuvent fournir avec leurs 400 hectares seulement 60 à 80% de la ration de leur bétail. Donc c'est des gens qui se lancent en étant déficitaires dans leur approvisionnement alimentaire, dans un contexte de changement climatique, dans un lait de plaine qui est peu valorisé. Moi, j'ai du mal d'ailleurs à comprendre qu'on puisse financièrement débloquer des fonds sur ce genre de modèle aujourd'hui, puisque on est là sur des aberrations économiques en la matière. Sauf s'il y avait une question particulière ou une autre réaction, je vous propose de passer à la dernière séquence. Je vois mes collègues qui me font des signes comme quoi il faut accélérer. Oui, on va ouvrir sur les perspectives futures en termes d'aménagement du territoire. Donc là, progressivement, on va regarder ce qu'on peut faire dans tout ça. Justement, Gilles, pour rebondir finalement sur vos propos, quelles adaptations pourraient être développées? Est-ce que vous avez parlé, voilà, parfois vous étiez peut-être un peu trop tôt dans les propositions, vous étiez peut-être trop précurseur, ou les modes de faire ne sont pas ceux des autres. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui des propositions? Je renvoie aussi peut-être aussi la question à Frédéric, si vous avez à réagir les deux. Sur les territoires, je pense que y a ce qu'on connaît, puis il y a ce qu'on ne connaît pas. Donc demain, il va falloir qu'on aille sur des domaines qu'on ne connaît peut-être pas forcément aujourd'hui, ou qu'on n'a pas forcément la maîtrise. C'est la part d'inconnu. Donc là, encore une fois, il faudra de la bonne intelligence. Pascal a dressé le tableau. Nous sommes on peut dire qu'on est une partie du garde-manger de nos concitoyens. On est aussi les garants du paysage. Je pense que dans les zones herbagères, je disais hier, quelque part, on est un petit peu, comme disait Marianne tout à l'heure, un petit peu la petite Autriche, quoi. C'est quand même joli quand on se promène, c'est sympa, c'est vert. Derrière ça, bon, c'est vert, mais il y a aussi la biodiversité dont on doit être garant, même si tout n'est pas parfait aujourd'hui, mais je pense que chacun, quand on peut, on apporte sa petite part. C'est un peu le colibri, même si ce n'est pas tout reconnu. Et des fois, à ce niveau-là, je trouve un peu dur. Je pense qu'il faudrait un petit peu faire plus confiance. Je pense que tous les agriculteurs, tout le monde n'est pas parfait, il y a des choses à faire, mais quelque part, des fois, je suis un petit peu, ça me courrouce un peu de voir des gens qui connaissent rien, franchement qui connaissent rien, à part qui se promènent et qui ont envie de dire comment il faudrait qu'on travaille. Quelque part, moi je connais rien à la médecine, je ne vais pas dire aux médecins, faudrait faire comme si. Dans l'éducation, voilà, c'est pas mon job l'éducation des enfants. Enfin, après les miens. Non mais donc à un moment donné, je pense que dans toutes les professions, maintenant on est formé
Et je pense qu'il faut aussi faire confiance, c'est important. Et dans l'agriculture, tout le monde sait comment on peut faire de l'agriculture, comment il faudrait faire de l'agriculture. Et voilà. Donc des fois, c'est un petit peu irritant. Alors après, il y a sur les énergies, on n'est pas trop venu là-dessus. Donc, je ne suis pas pro ou anti-méthanisation. On n'en fait pas sur la ferme aujourd'hui. Je pense que là aussi, il faudra être vigilant. Il ne faut pas que ce soit des terres qui rentrent, encore une fois, en concurrence avec ce qui nous permet de manger, quoi. Voilà, pour éclairer des choses qui pourraient se passer d'électricité. Voilà. Donc, sur le domaine de l'énergie, je pense qu'on a à faire aussi et on peut être attendu, quoi. Voilà. Alors, peut-être par rapport au maraîchage, moi je pense qu'effectivement, il y a besoin de maraîchers et de maraîchage sur le territoire. Dans un monde idéal, comme disait Roland tout à l'heure, dans un monde idéal, il y aurait un maraîcher par canton, ce serait pas du tout déconnant, quoi. Ce serait possible de mettre un maraîcher par canton. Nous, par exemple, on est 3, donc mon associé, on a installé, on est 3, et on produit 250 paniers par semaine. Voilà. On nourrit 250 familles toutes les semaines. 250 familles, c'est beaucoup et pas beaucoup, quoi. À Besançon, il y a combien de familles? Enfin, sur le Scott, il y a combien de familles? Donc on pourrait, voilà, il y a une demande de maraîchage. Mais attention, j'aurais juste 5 points de vigilance, moi qui me semble important de relever. Quand on installe, il faut faire attention déjà à veiller à ce que ceux qui sont installés ne soient pas mis en concurrence. Donc il faut le faire avec eux. Il ne faut pas mettre en concurrence déjà les maraîchers déjà installés. Après, par rapport à la restauration collective, parce que je pense que c'est une question qui se pose, installer des maraîchers en vue de la restauration collective, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est important, mais la difficulté, c'est de pouvoir lui assurer des débouchés toute l'année. Parce qu'en maraîchage, on cultive 40 légumes et ça va mars à mars, quoi. On fait l'année. Alors, un peu moins en mars, c'est vrai, mais bon, l'été, on vend des tomates, des courgettes, des concombres. En restauration collective, au lycée, au collège, l'été, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Donc, si on installe des maraîchers pour la restauration collective, il faut effectivement travailler cette question des débouchés. Il faut assurer, en tout cas, un débouché à l'année. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et puis, la question de la transformation des légumes, elle est importante aussi. Et pour ça, je ne connais pas précisément l'expérience qui a été faite à Lons-Saunier, mais la légumerie de Lons-Saunier, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour éventuellement leur produire. Enfin, je pense que vous devez être au courant de ce qui se fait à Lons-Saunier, mais en tout cas, une légumerie ici, pour accueillir des maraîchers, ce serait une bonne chose à mettre en place. Voilà. Et puis après, sur la question de la difficulté de produire des légumes en grande quantité, effectivement, nous on produit pour 250 familles sur en gros 4 hectares cultivés. On ne peut pas produire la restauration collective. Et la majorité des maraîchers qu'on rencontre qui veulent s'installer, ils ont un projet en petite surface et en petit volume pour un maraîcher, quoi. Ils ne sont pas dans une optique pour l'instant de restoco. Donc là, il y a un travail à faire avec les centres de formation, avec les candidats, pour les accompagner. Parce qu'effectivement, travailler pour la restauration collective, c'est un boulot aussi qui est différent. On fait peut-être moins de légumes, mais on les fait sur une plus grande surface, on les mécanisé. Enfin, il y a un vrai savoir-faire à faire aussi, quoi. Et en plus, on ne peut pas se louper, parce que quand on a une commande d'une tonne, ou 2 tonnes, ou 3 tonnes, 4 tonnes de patates, il faut les faire, quoi. On ne peut pas se louper, quoi. Voilà. Troisième point de vigilance ou d'intérêt, c'est que l'installation d'un maraîcher, c'est aussi une activité économique, quoi. Je vais juste citer un chiffre. Nous, la MAP à Besançon, il y a 10 producteurs à la MAP. La somme des chiffres d'affaires de tous les producteurs, c'est autour de 170 000 euros. C'est pas rien quand même. Une AMAP à Besançon, la MAP de la NET, 10 producteurs, c'est 170 000 euros de chiffre d'affaires générés localement, qui retombent localement. Ça a quand même un intérêt, quoi, je trouve. Voilà. La quatrième difficulté, c'est la question de la formation. Avoir du foncier disponible, c'est une chose. Avoir des candidats pour arriver sur ce foncier, c'est aussi une difficulté qu'on a. Enfin, que nous, on ressent aussi. Enfin, on a des stagiaires qui veulent s'installer, nous on en a, mais après, souvent ils ont des projets un peu avec plein de productions différentes. Il y a un vrai besoin de formation aussi des candidats à l'installation, quoi. Et donc ça, c'est pas toujours facile de trouver des candidats, alors en maraîchage ou en lait, ou apparemment, c'est pas toujours facile de trouver des candidats, quoi. Voilà. Et puis le dernier aspect, c'est l'aspect de la transmission, c'est que
pour installer et assurer du foncier, il faut aussi bosser sur la transmission, quoi. Les cédants sont des acteurs importants à aller voir, parce que c'est aussi vers eux que va jouer la transmission. Et justement, pour pas que ça parte à l'arrondissement, si on ne veut pas qu'un cédant attende que ça s'urbanise ou qu'il attende le copain pour lui reprendre ses terres, il faut aller le voir. Je n'ai pas de leçon à donner, mais la discussion avec les cédants potentiels, c'est convaincre les cédants que installer quelqu'un, c'est aussi intéressant que d'attendre que le voisin reprenne sa terre, quoi. Enfin, je pense que là-dessus, vous serez d'accord avec moi. Enfin, voilà. Oui, je repose la question. Vous ressentez cette montée un peu en puissance de l'emploi agricole? Voilà. Il y a des chiffres qui prouvent qu'effectivement, il y a de plus en plus d'emplois agricoles, mais je vous entends aussi dans la difficulté du recrutement. Ça, vous le ressentez effectivement, vous, mais dans toutes les filières, dans tous les domaines. Que ce soit dans nos outils para-agricoles, type par exemple service de remplacement, quand on adhère, c'est pas obligatoire, mais par volontariat, un service de remplacement, et des jeunes pour venir bosser, oui, ça se fait. Il y a un manquement, que ça soit au magasin, voilà, du personnel pour vendre, oui, il y a quand même, on sent ça. Alors, il y a juste, il y a une chose qu'on n'a pas parlé, c'était dans l'économie de foncier, il y a ce qui se voit et puis ce qui ne se voit pas. Donc des choses qui peuvent être très minimes au départ, qui peuvent être très vertueuses, hein, type par exemple réflexion d'un sentier de randonnée ou d'un parking, de choses comme ça, qui coupent un morceau de parcelle agricole, quoi. Et donc là, en termes d'emprise en mètre carré, c'est pas forcément énorme, mais ça peut être lourd de conséquences quand tu as avec des bovins qui sont obligés de le contourner. Voilà. Et ça, des fois, il ne faut pas raisonner en termes de difficultés que en emprise de mètre carré, quoi. Ouais. Donc ça fera la transition pour toi, Pascal, hein, c'est comment aménager le territoire en conciliant aussi le développement. Et puis derrière tout ça, on a quels sont les bénéfices finalement pour cette nouvelle agriculture urbaine ou périurbaine qui se manifeste? Alors, déjà, la première chose, c'est que il faut bien choisir vers quel modèle de développement agricole et urbain on tend. Et on a une époque qui est charnière. On a parlé des conséquences du changement climatique sur l'adaptation des exploitations agricoles. Il y a des gens qui proposent autre chose comme système d'adaptation. On entend parler aujourd'hui de privilégier une agriculture à haute intensité, limitée géographiquement, et on a des secteurs géographiques qui se sentent des capacités pour faire ça, hein, c'est-à-dire en concentrant un peu plus de vaches, un peu plus de volailles, un peu plus de grains, en disant les progrès des manipulations génétiques permettent d'augmenter les rendements des plantes, et il faut conserver l'argent pour investir dans ce domaine-là et avoir un minimum d'opérateurs, et puis entretenir l'espace avec des agriculteurs jardiniers. Ça, c'est un discours qu'on entend, qui a les faveurs de certains courants politiques, hein, qui a les faveurs de certaines institutions économiques aussi, et il faut en avoir conscience, je dirais, pour se prémunir des effets pervers de cela. C'est les mêmes que ceux qui préconisaient d'abandonner nos filières traditionnelles dans les années 70, hein, qui sont là derrière. Hein. Je dirais, on n'ouvre pas une boîte de Pandore dedans. Et la vraie question pour nous qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser à bon escient tous nos espaces agricoles en conciliant leur usage avec aussi les besoins légitimes de croissance urbaine, hein, puisque il est clair qu'aujourd'hui, et moi je suis issu d'un laboratoire où mes collègues travaillent quand même beaucoup sur ces questions-là, on s'interroge sur la forme de la ville, on s'interroge sur la fractalité des structures urbaines, de la proximité dans ces villes d'espaces naturels et d'espaces agricoles. Des enquêtes ont révélé que les gens étaient très attachés à la proximité de ces espaces agricoles, même si, comme le disait Gilles, certains n'y comprennent pas grand-chose à l'agriculture, mais chargent par cette proximité de leur expliquer. Donc le vrai enjeu, c'est de faire cohabiter une stratégie agricole avec un modèle d'urbanisation. On est bien là dans quand même les prérequis d'une réflexion
d'un SCOT. Et on sait très bien, par exemple, qu'il y a des stratégies aujourd'hui de densification urbaine à certains endroits dont il faut convenir. Donc ça va aussi se traduire sans doute par de l'artificialisation des terres à certains endroits, parce que cette densification est le prix à payer pour optimiser les réseaux d'adduction d'eau, d'assainissement, de transport en commun dont on a besoin pour utiliser de façon beaucoup plus économe notre espace. Ça sous-entend aussi de regarder les activités comme l'agriculture autrement que sous le prisme de la rentabilité économique, de considérer la valeur de la production au-delà de la seule valeur monétaire des produits, en se disant il y a un certain nombre de services, mais comme les économistes ont vraiment toujours envie de monétariser tout ce qu'ils trouvent, ils vont vous demander combien vaut un emploi, combien vaut la protection d'une zone humide, ou combien vaut l'intérêt d'avoir une économie circulaire sur un territoire. On ne va pas leur répondre avec des données monétaires, on va leur répondre avec des données sociales en la matière. Alors, c'est vrai qu'il y a une idée aujourd'hui qui fait jour, qui dit on va faire du zéro artificialisation nette. On ne doit plus artificialiser les terres. Je dirais c'est un objectif vertueux vers lequel on peut tendre, mais aussi il faut être réaliste. On n'y arrivera pas parce que malheureusement, on ne va pas pouvoir empêcher la transformation de certains milieux et leur artificialisation. Néanmoins, se poser la question de la modération de leur usage, c'est déjà faire un très grand pas à la matière. Et c'est aussi considérer le monde agricole autour de ces activités comme étant un partenaire de notre quotidien. Après, les outils, vous en avez plein que vous mobilisez. Vous avez un programme alimentaire territorialisé, vous avez des contractualisations que la restauration collective organisée par les grands opérateurs publics peuvent passer. On a cité tout à l'heure le rôle de la SAFER comme pouvant faire des réserves foncières. Là, il faut que les collectivités passent un contrat, parce que la SAFER ne peut pas être un opérateur immobilier faisant du profit. Donc la SAFER a besoin d'un mandat pour intervenir et faire du stockage de foncier. Et la SAFER est contrainte aussi par une durée de mobilisation de ce foncier. Elle n'a pas le droit de le stocker indéfiniment, mais c'est quelque chose qui est assez complexe. Mais on est en train de changer notre logiciel là autour. On voit que, et moi j'en suis très heureux, parce que issu du monde agricole, j'ai pu déplorer pendant un certain nombre d'années la commodité avec laquelle finalement on transformait les espaces agricoles en des choses dont on nous disait qu'elles avaient plus de valeur. On a même fait des graphiques nous montrant la valeur des terres. Je les ai même présentés à mes étudiants qui sont pour certains présents dans la salle dans des cours de deuxième et de troisième année. On disait que l'espace agricole, c'est finalement la dernière valeur avant les espaces naturels qui valait rien. Les économistes mettaient une valeur pour les espaces naturels qui était proche de zéro dans les graphes, et puis le centre urbain qui avait des valeurs d'immobilier au mètre carré qui étaient extrêmement élevées. Là, on est en train de renverser quand même la vapeur en se disant on abandonne ce référentiel de valeur, mais on va imposer des usages. Et je crois que la collectivité, son principal rôle, c'est un rôle de régulateur, et sa fonction, elle est là, qu'elle soit régulatrice, c'est-à-dire qu'elle n'agit pas réellement sur le système économique, encore que quand elle fait un PAT ou qu'elle passe des contrats pour la restauration collective, elle sécurise, mais ce n'est pas elle qui va fixer les prix en jouant sur les mécanismes d'offre et de demande, mais elle va jouer un rôle de régulateur, elle est bien à sa place, et c'est là que c'est très important. Merci Justine. Merci pour cette petite cloche. Laurine Gagliolo, Jean-Paul Michaud, peut-être un petit mot de la fin pour conclure cette séance. Je pense que c'était très important qu'on prenne ce temps aujourd'hui de discuter de l'enjeu agricole, dans la mesure où finalement on a déjà creusé la question de la biodiversité, des nouvelles formes urbaines, des énergies renouvelables. Voilà, aujourd'hui on parlait agriculture, j'ai peut-être oublié des thématiques. Je pense qu'il y a la question de la forêt qui reste entière et qui nécessitera peut-être un temps en soi. En tout cas, voilà, moi je pense qu'on s'est nourris les uns des autres. Il y a eu la visite, nos échanges aujourd'hui. Charge à nous ensuite d'en extraire des éléments, de les inscrire dans le SCOT, et puis ensuite de les décliner dans les autres schémas.
En tout cas, voilà, je crois on est de plus en plus vigilant sur ces questions-là. Et vous pouvez compter sur moi pour être vigilante au sein du bureau du SCOT, continuer à ramener ces questions comme je le fais déjà sur la table, et puis à participer aux discussions, parce que je pense qu'on est, comme le rappelait Catherine, hein, c'est des questions qui se posent sur notre territoire depuis un certain nombre d'années. Mais on voit qu'on fait face aussi à des défis qui sont nouveaux. Et comme je le disais tout à l'heure par rapport à la résilience alimentaire, en fait, on peut être très très vertueux sur un petit bout de la chaîne. Si il nous manque tout un pan de la chaîne, ben, en fait, au final, on n'y arrivera pas et on ne sera pas résilient. Donc voilà, c'est ce souci-là qu'on aura dans nos futurs travaux. Déjà, je tiens à remercier les intervenants pour la qualité de leurs interventions. Ces conférences ont le but de mieux nous faire comprendre quel est notre rôle. Et je pense que c'est quand on a la compréhension de notre territoire, qu'on a la compréhension des acteurs de notre territoire, de tous les acteurs de notre territoire, de toutes les composantes de notre territoire, que nous, élus, on peut agir. Donc, je crois que c'est important qu'on continue à avoir cette acculturation. Donc, on a encore des thèmes de conférences qui vont venir. On va avoir un thème sur l'eau, hein, donc, qui est effectivement, qui vient bien compléter ce qui vient d'être dit ce soir, puisque c'est l'élément indispensable à la vie. Et puis également, donc, Laurine en a parlé, la forêt aussi, qui a d'importance. Et puis je pense qu'il y aura d'autres thèmes qui viendront. Je vous invite aussi à proposer des choses, à partager. Et puis, donc là, ce soir, je crois qu'on est tous des passionnés, on a tous vraiment l'intérêt pour ce qu'on fait. J'aimerais qu'on soit un peu plus nombreux, qu'il y ait vraiment cette compréhension de ce qu'on fait et qu'on travaille vraiment tous ensemble pour le territoire. Alors à tous, merci beaucoup et puis bonne fin de soirée.